Allez, on revient sur cette mini-trêve annoncée vendredi entre Américains et Chinois, cette guerre commerciale qui dure maintenant depuis 18 mois. Bonjour Véronique. Bonjour David. Véronique Riche-Flores est économiste et présidente du cabinet RF Research. On a donc clairement deux superpuissances qui ont dit maintenant on va se calmer un petit peu, voilà, on va calmer les tensions. Résultat, on a quoi? Les nouvelles hausses de droits de douane qui auraient dû donc être mises en œuvre hier sur la moitié, sur 160 milliards de dollars de produits importés depuis la Chine, les jouets, tout ce qui est électronique, n'a pas eu lieu. Donc l'idée entre Xi Jinping et Donald Trump, c'est de faire redescendre la pression, ça on l'a bien compris. Et en même temps, on reste prudent, parce que le compromis n'est pas signé, et qui sera signé a priori début janvier, pour une application 30 jours plus tard. On voit bien d'ailleurs que les marchés, un peu plus en Europe qu'aux États-Unis, c'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête. Enfin bon, on sent quand même, on a plutôt quand même l'impression que les marchés sont un peu dans les starting blocks. On voit bien que les prix des matières premières commencent à jouer effectivement un scénario plutôt de reprise, reflation entre 65 guillemets. $ le baril de Brent. Voilà, les cours du pétrole, alors soutenus par la décision aussi de l'OPEP+, de baisser sa production, sans doute. Hein. Mais on sent que les marchés sont prêts à acheter une énorme nouvelle. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens, effectivement, de ces garanties. Donc on reste prudent. On reste prudent, forcément. Parce que si on regarde le contenu, encore une fois, le contenu de cette mini-trêve, on résume, pas de nouvelles surtaxes côté américain. Ça, c'est une chose. Réduction progressive des droits punitifs qui visent la Chine, qui sont déjà entrés en vigueur. Oui, réduction, la moitié, pas suppression, réduction. Voilà. Et en contrepartie, Pékin dit on va acheter des biens, des services, des matières premières agricoles, des services financiers. On se dit quoi? On se dit c'est 18 mois pour accoucher de ça, bravo, félicitations. Et puis, il faut être précis, combien les Chinois vont acheter? Véronique, moi, je n'ai pas compris. Les chiffres sont l'administration, côté américain, on dit 40 à 50 milliards. Est-ce que c'est par mois? C'est sur 2 mois? Mais sur le côté chinois, moi, je n'ai pas entendu de chiffres côté chinois. Non, les Chinois, parce que, alors, sur les produits agricoles surtout, hein, c'est là que ça se joue beaucoup, l'administration américaine souhaite effectivement que les Chinois s'engagent à acheter pour 50 milliards de produits américains agricoles. Sur un énorme. mois, sur un an. Sur un an. Ils sont à peu près à 25 milliards, on est en année. Ce qui est assez considérable, hein, néanmoins, sachant que les importations chinoises de produits agricoles doivent être à peu près de 125 milliards de dollars. Donc ça veut dire 50 milliards qui iraient aux États-Unis au lieu de 25 milliards aujourd'hui, à peu près. Hein. On n'a que des chiffres jusqu'en 2017. Les Chinois n'ont jamais communiqué sur ce chiffre-là. Non, on n'a d'ailleurs que des données américaines, effectivement, donc c'est assez compliqué, mais on a l'impression qu'on est proche de ces données-là. Ce qui est énorme potentiellement du côté chinois, ce qui veut dire effectivement que si les Chinois suivent ces recommandations, ce qui sera sans doute compliqué, mais forcément ce sera au détriment d'autres pays, d'autres fournisseurs. Donc voilà, et je pense que dans cette histoire-là, on pressent que beaucoup d'économistes ou de commentaires sous-estiment un petit peu les effets de marge pour le reste du monde, pour les autres fournisseurs, les effets collatéraux, etc. L'autre chose, c'est qu'on finalement, peut-être on voit bien qu'il y a des intérêts politiques. Donald Trump souhaite quand même mettre la pédale douce parce qu'il y a un sujet très chaud pour ses électeurs, consommateurs et entreprises. Et je pense qu'il est hors de question, effectivement, d'envisager une hausse des taxes, une nouvelle hausse des tarifs, d'ici à novembre prochain. Donc, on met la pédale douce, mais on maintient la pression. On voit bien, c'est régulier. Finalement, depuis le milieu de la semaine dernière, il y a eu des tas de tweets contradictoires. Bon, finalement, on a effectivement cette garantie qu'il n'y aura pas de hausse de tarifs. Et qu'on supprime progressivement les tarifs en vigueur. Il y aura quoi? Des baisses de moitié sur des tarifs de 15% qui concernent à peu près 130 milliards de biens. Donc, il reste à peu près 250 milliards de produits qui sont taxés, qui restent taxés à 25% pour l'instant. Et puis, cette ambiance, ce climat, on sent également que le risque que ces tensions commerciales aillent du côté européen est quand même encore très présent, y compris d'ailleurs du côté chinois, qui semble avoir appris des façons de faire des Américains, donc qui menacerait les Allemands, notamment à propos de l'éventuel bannissement de Huawei, etc. Donc, tout ceci crée un environnement très incertain, d'abord, je pense. La première cause, c'est pour ça que les marchés ont de bonnes raisons de douter sur les effets, sur ce qui sera réellement décidé, sur les effets économiques. Je pense que le premier effet, si on veut regarder la moitié pleine du vase, la partie positive, qu'est-ce qui se passe? Sans doute qu'en
mettant un terme à cette guerre commerciale, on retrouve un peu de marge du côté des marges des entreprises précisément, hein, une petite respiration qui devrait effectivement permettre de remettre un petit peu d'huile dans les rouages, parce que finalement cette guerre commerciale a eu comme principal effet d'exacerber la concurrence internationale, de pressuriser les marges des entreprises, hein, qui n'ont en général pas répercuté les hausses de coûts, parce qu'il y a des hausses de coûts, hein, même en Europe, des hausses de coûts salariaux, etc. Mais on voit que rien ne filtre, rien ne passe. Donc tout ceci est pris sur les marges. Si vous pressurisez les marges, vous pressurisez l'investissement. Ouais. S'il n'y a plus d'investissement ou moins d'investissement, il y a moins de commerce mondial, etc. etc. C'est cette boucle qui pourrait être éventuellement débouclée dans le bon sens. Mais il faudrait pour cela, effectivement, regagner en visibilité, être certain qu'il ne s'agit pas d'une pause de 6 ou 9 mois dans un contexte où régulièrement on va avoir des pics ou des menaces de ci, de là. Et je pense qu'on est assez loin de ce scénario en réalité. Ouais. D'autant qu'on a le sentiment comme qu'il y a eu peu de concessions faites par la Chine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans cette affaire, la concession, encore une fois, de la Chine, c'est d'acheter des matières premières agricoles dont ils ont besoin, du porc, enfin, je sais pas, du soja. Enfin, je sais pas, oui, non, de l'énergie, tout ça, ils en ont besoin. C'est de satisfaire ils vont changer de les exigences électorales de Donald Trump, qui a de gros problèmes quand même avec les farmers américains. Avec donc, effectivement, les agriculteurs, oui. Et il n'y a pas de concession pour l'instant au niveau des droits de la propriété intellectuelle, etc., qui reste un énorme morceau, bien évidemment. Donc, ce mini-accord, ça sonne pas un peu comme une petite victoire pour les Chinois, finalement, parce qu'ils n'ont pas lâché grand-chose. Mais ils n'ont pas lâché grand-chose et finalement, dans cette bataille commerciale, on voit que la Chine souffre incontestablement. Par contre, la prestance, la posture de Xi Jinping a gagné. Hein. On voit qu'effectivement, il a gagné en importance, que c'est un combattant de premier rang qui ne se laisse pas rouler dans la farine par Donald Trump et qui a les moyens effectivement de finalement faire pression sur celui-là. Donc je pense qu'effectivement, du coup, ça pose question. Est-ce que les Chinois vont être aussi pressés que ça de mettre un terme à cette guerre commerciale? On pourrait l'imaginer quand on voit le coût économique. Et finalement, il y a peut-être un satisfecit là d'homme à homme hein, qui est aussi probablement assez important. Ouais. Donc voilà, donc une fois qu'on a dit tout ça, l'impact sur les marchés, c'est que voilà, il n'y a pas eu de bond spécialement, un peu plus en Europe pour le coup qu'aux États-Unis. Mais donc ça montre quoi que ça a été quand même un petit peu anticipé depuis. Les marchés ont toujours joué l'idée qu'il y a un accord, mais les marchés attendent qu'il soit signé, qu'il soit appliqué, d'où l'hésitation. Oui, et sur la pérennité en fait. Ce qu'on note surtout, c'est qu'en Asie, les marchés ont très peu réagi finalement à cet accord. Hein. Ils avaient également beaucoup moins anticipé que les marchés européens, par exemple. Donc là, effectivement, le gros sujet, ça va être est-ce que les marchés européens ont raison finalement de mettre autant, de payer aussi cher ces négociations et ces résultats, parce que ça fait un petit moment qu'on paye quand même de manière assez élevée ces espoirs. On a eu les PMI aujourd'hui, hein, européens, ils ne sont quand même pas bons. Ils ne sont pas bons. Des indicateurs manufacturiers retombent. Alors, on peut dire oui, mais on est toujours dans la stabilisation, et puis c'était avant l'accord. Hein. Mais ça, c'est sous réserve qu'effectivement, on ait un accord qui change radicalement le contexte. Ouais. Et je crois qu'il n'est que partiel, parce qu'il semble fragile. Encore une fois, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas d'emballement de la part des marchés. Il n'y a pas d'emballement. Et puis là où il y a de l'emballement, notamment sur les prix des matières premières et du pétrole, on risque de le payer assez rapidement en contre-coup sur la consommation. Donc voilà. Puis après, les marchés aussi, Véronique, auraient préféré une suppression évidemment totale de toutes les surtaxes déjà existantes, les fameux 25% sur la moitié du commerce. Pourquoi ? Parce que là, vous récupérez en pouvoir d'achat immédiatement, donc vous avez l'espoir au moins de voir la réponse en termes de consommation et donc d'activité, et on sait qu'aux États-Unis c'est très important, et en Chine d'ailleurs également, puisqu'on voit que la dernière rafale de hausse des tarifs chinois a quand même impacté les consommateurs. Et peut-être on finit là-dessus, hein, Véronique, que les marchés attendent, les investisseurs attendent d'en savoir plus sur le contenu de l'accord pour éventuellement vraiment reprendre une marche haussière, parce que pour l'instant, ça reste encore une fois très flou. Exactement, le contenu du premier accord. Avec un ton qui est très différent, côté américain, côté chinois. Du deuxième, parce que Trump est content de nous dire on va tout de suite passer à la phase 2, mais enfin on ne sait pas ce qu'il y a dans la phase 1. Et cette phase 2, on ne sait pas de quoi elle va être constituée non plus. Ça risque là aussi d'être compliqué et de ramener des incertitudes sur le terrain. Donc les marchés ont raison, valorisent correctement cette ébauche de mini-accord?
Pour l'instant, si les marchés ne vont pas plus loin, on va dire, ils le valorisent à peu près correctement. À mon avis, un peu trop en Europe, mais bon, notamment sur les industriels qui ont quand même bien payé cet accord. Je ne pense pas que les perspectives de l'industrie mondiale et européenne en particulier soient aussi réjouissantes, mais il ne faudrait pas qu'on en rajoute. Et c'est peut-être la petite alerte. Moi, il me semblait qu'en fin de semaine, on avait des signaux de remontée des taux d'intérêt futurs, des taux à long terme, une accélération des prix des matières premières qui risquait quand même d'aller un peu trop vite par rapport à la réalité des changements économiques qui, dans le meilleur des cas, prendront du temps. Bon, voilà. En tout cas, merci de nous avoir expliqué tout ça. Son taxi latin, il faut qu'elle y aille. Véronique Riche-Flores, donc, présidente du cabinet RF Research. Merci pour ces commentaires. David. Bye.